RFI. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Pierre Vitali, cofondateur de Scopéo, et je vous souhaite la bienvenue sur ce 10e épisode de notre série L'Entrevue politique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir le politologue et éditorialiste M. Guillaume Bigot. Mais avant tout, je laisse la parole à Lucas da Silva, également cofondateur de Scopéo, pour qu'il puisse poser le décor de ce nouveau podcast. Et oui, merci Pierre. Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, et surtout bonjour à vous, M. Guillaume Bigot. Bonjour, messieurs Pierre Vitali et Lucas da Silva, et bonjour à toutes et à tous. Vous nous faites le plaisir aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter ensemble de sujets relatifs à notre identité nationale, à l'immigration et surtout à l'assimilation culturelle des personnes étrangères en France. Mais avant de démarrer l'entrevue, M. Bigot, je vous laisse vous présenter brièvement pour celles et ceux qui nous écoutent. D'accord, écoutez, ce sera très bref. J'ai, disons, une activité professionnelle qui est de diriger un établissement d'enseignement supérieur, en fait une école supérieure de commerce. J'ai une deuxième activité professionnelle qui est d'être éditorialiste sur la chaîne CNews. Et puis, j'ai aussi écrit pas mal de livres. Là, c'est mon 10e livre aux éditions Plomb qui s'appelle Populophobie. Pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. Donc, j'ai travaillé sur des sujets assez différents comme le management avec la trahison des chefs chez Fayard, les questions géopolitiques et le danger de l'islamisme, notamment en 2005 avec quelqu'un de la DST. On a fait un livre qui s'appelle Le jour où la France tremblera, et puis des livres sur comment des crises régionales peuvent devenir des crises mondiales et ramener, disons, la guerre. À l'époque, on parlait beaucoup, vous êtes trop jeune, mais on était dans les années 2000, tournant des années 2000, on parlait beaucoup de la mondialisation heureuse. Et donc, je m'étais inscrit en faux, j'ai fait un premier livre qui s'appelait Les 7 scénarios de l'apocalypse, en 2000, où il était question de Ben Laden attaquant New York et d'une grande offensive de l'islamisme, entre autres, mais aussi, par exemple, d'un choc militaire peut-être à venir direct ou indirect entre la Chine et les États-Unis en mer de Chine. Voilà. D'accord, merci. Alors, on va essayer de poser un petit peu ensemble les termes que l'on utilisera tout au long de cette entrevue. Et en effet, lorsque l'on traite de la question de l'accueil des étrangers, on note une différence dans l'opinion, dans le débat public entre l'intégration et l'assimilation. Alors vous, quelle différence vous faites, monsieur, entre justement cette intégration et cette assimilation, et modèle vous penchez à titre personnellement? Alors c'est très simple. D'abord, est-ce qu'on parle de l'accueil d'étrangers en France, qu'il s'agisse de gens qui sont des étudiants, par exemple, étrangers, j'en ai dans mon école, ou qu'il s'agisse de gens qui travaillent. Alors, il y a en théorie, il n'y a plus d'immigration de travail non qualifié, ce sont plutôt des cadres sup. Et là, il faut parler, le terme correct français, c'est de parler d'intégration, une bonne intégration. C'est-à-dire quand on reste longtemps dans un pays qui n'est pas le sien, il faut viser à s'intégrer, c'est-à-dire à essayer de ne pas trop rester entre expatriés. Et puis, généralement, ça se fait par le travail. Ça peut se faire aussi quand on est expatrié dans un pays qui n'est pas le sien. On peut nouer des relations avec les parents d'élèves de l'école de ses enfants, si on a des enfants scolarisés à l'étranger, etc. Voilà, on va dire que c'est se faire la meilleure place possible quand on réside sur plus ou moins long terme dans un pays qui n'est pas le sien. C'est ça l'intégration. Et c'est très intéressant que nos élites, je n'ai même pas trop utilisé ce terme, parce que je pense que depuis les Mérovingiens, on n'a jamais eu une classe dirigeante aussi stupide en réalité, notamment en France. Nos élites, entre guillemets, donc, parlent d'intégration et utilisent ce terme pour parler en fait d'autre chose, c'est-à-dire de l'assimilation. Alors l'assimilation, ce sont toujours des étrangers qui vont dans un pays qui n'est pas le leur, mais ils ont décidé d'y faire souche, c'est-à-dire de s'y installer définitivement, c'est-à-dire en réalité d'y être enterré. Enterrer ses morts dans un pays, c'est très important. Et puis, il y a l'idée aussi qu'on immigre et donc les enfants vont devenir les nationaux du pays. Soi-même, on peut d'ailleurs changer de nationalité. Et donc là, il y a un phénomène d'assimilation. Alors l'assimilation, c'est très différent de l'intégration. L'intégration, ça suppose d'avoir un travail, de payer ses impôts, d'avoir une vie, disons, la meilleure possible et peut-être de nouer des liens avec les autochtones ou les indigènes.
L'assimilation, c'est devenir soi-même un autochtone, devenir soi-même un indigène, quand on ne l'est pas à l'origine, c'est-à-dire quand on est né dans un autre pays. Et ça, c'est très différent. Donc, des Français expatriés aux États-Unis peuvent être bien intégrés dans la société américaine. S'ils sont des expatriés, ils vont revenir en France. Et des Français aux États-Unis peuvent être assimilés s'ils décident de devenir américains, si leurs enfants sont américains. C'est un garçon américain, un garçon français épouse une américaine, ou une fille française épouse un américain et qu'elle va s'assimiler au pays. Donc, voilà. Donc, la différence, c'est quoi? Il y a une assimilation linguistique, bien sûr, mais il y a une assimilation culturelle, celle des mœurs, des façons de faire et de ne pas faire les choses qui sont très différentes, même dans un pays comme les États-Unis, qui n'est pas si différent de la France. Il y a quand même, disons, des habitudes qui ne sont pas les mêmes. On va socialiser, souvent dans les églises, ailleurs le dimanche, ou ou dans les synagogues, ou dans les mosquées. On va faire des barbecues, on va assister aux matchs de baseball. Voilà, il y a une partie comme ça de la culture de tous les jours, mais sinon, plus profondément, il y a le fait de se sentir américain, de pouvoir éventuellement engager sa vie pour le drapeau américain. Enfin, on devient américain et on devient partie de la nation américaine, du destin, de l'histoire des États-Unis. Donc, vous voyez, c'est une distinction très importante entre intégration et assimilation. Et le fait qu'on utilise pour des gens dont on dit par ailleurs qu'ils ont vocation à rester, et parfois deuxième, troisième génération, on utilise le terme d'intégration, eh bien, ça montre pourquoi finalement l'assimilation ne marche pas. Et en fait, l'assimilation est un processus compliqué, difficile, souvent douloureux. Si on prend l'exemple des États-Unis, pays d'immigration, on voit qu'aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays d'immigration, la première génération n'est pas sacrifiée, mais en général, voilà, elle a une petite place dans la société américaine, quand bien même elle fait un effort d'assimilation. La deuxième et la troisième génération deviennent pleinement américains. Donc c'est un processus long, c'est un processus compliqué parce qu'il faut se faire à des habitudes qui ne sont pas les siennes, celles de son pays d'enfance. Et ça signifie qu'on fait soi-même un effort, et ça signifie aussi que le pays d'accueil fait un effort pour aller vers vous. Donc il y a une rencontre. Et donc ce n'est pas un processus simple, ni inévitable d'ailleurs. C'est mon amie Malika Sorel qui a beaucoup travaillé sur cette question, et elle a montré que l'immigration italienne, par exemple en France, du début du siècle, il y a plus de la moitié de ces Italiens qui étaient venus travailler en France, dans un pays donc voisin géographiquement et voisin culturellement, et même linguistiquement, qui étaient repartis chez eux parce qu'ils n'avaient pas tout simplement pas envie de s'assimiler. Donc il est normal aussi que les immigrés n'aient pas envie de s'assimiler, qu'il y ait un échec et qu'ils repartent chez eux. Mais le fait qu'on utilise ce terme-là montre bien que notre assimilation elle est vouée à l'échec parce que nous-mêmes, nous ne voulons plus assimiler. Merci, Monsieur Bigot, pour ces premières définitions très claires qui permettent de poser les termes qu'on utilisera tout au long de l'entrevue. Alors, justement, pour rebondir sur ce modèle classique d'assimilation, beaucoup disent qu'aujourd'hui, ce modèle se trouve en crise. Alors, pour quelles raisons, selon vous, celui-ci fonctionne moins bien aujourd'hui? Est-ce dû aux différentes vagues d'immigration, particulièrement extra-européennes des dernières décennies? Est-ce plutôt à cause d'une économie française au ralenti qui peine à offrir le plein emploi et des conditions de vie décentes à tous les habitants de France? Ou encore, est-ce qu'on pourrait l'expliquer par des discriminations envers les étrangers qui peuvent pousser à un certain repli sur soi? Sur ce thème, on peut évidemment penser au fait que les populations immigrées se retrouvent souvent regroupées dans des banlieues en périphérie des grandes villes, ce qui ne favorise évidemment pas l'assimilation avec la culture française. Ok, alors peut-être on peut commencer par tordre le cou à des légendes urbaines, mais des idées complètement fausses. La première idée fausse, c'est qu'il y aurait, disons, par rapport, si on prend la France contemporaine, par rapport au point de repère qui serait la culture française contemporaine, un degré d'écartement linguistique, culturel, des mœurs aussi, par rapport à ce modèle standard. Et donc on dirait, finalement, vous voyez, plus vous êtes éloigné de la culture française, des mœurs françaises comme immigrés, et plus votre assimilation va être difficile. Et la deuxième idée qui est fausse, me semble-t-il, c'est de tout expliquer par l'économie ou même d'ailleurs le phénomène de ghettoisation, le regroupement de gens dans des endroits où ils sont entre eux. Alors pourquoi? Bon, d'abord parce que ce regroupement est assez naturel finalement. Il n'y a pas vraiment à être choqué par ça. C'est assez naturel que quand on arrive dans un pays qui est différent du sien, on fasse un peu, pas bande à part, mais on se mette un peu ensemble. Vous voyez, vu la géographie d'une ville comme New York, vous avez la petite Italie, la petite Chine, etc. etc. Bon, donc c'est pareil chez nous. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus cette culture du melting pot aux États-Unis. Il y a cette fameuse, disons, culture woke
dont on pourra parler peut-être plus tard, mais qui bloque peut-être un peu les mécanismes. Mais le regroupement géographique et le fait de se regrouper entre nationaux, disons, quand on arrive dans un pays, quand on débarque dans un pays, n'est pas du tout aberrant. C'est ce qu'avaient fait aussi les Polonais, ce qu'avaient fait les Italiens, ce qu'avaient fait les Juifs, ce qu'ont fait les Maghrébins en France, etc. Voire même les régions, d'ailleurs, je vous signale. À Paris, il y a des quartiers entiers de Bretons, c'est autour de la gare Montparnasse, et pour des raisons évidentes. Donc, fermons cette parenthèse. Deuxième question. Oui, on dira les Bretons, c'est facile de les assimiler, c'est déjà français, et plus on est loin de la culture française, alors bon, les Polonais, les Italiens, tous ces gens-là étaient des gens catholiques, voire chrétiens pour d'autres, ou même les Juifs étaient moins éloignés, disons, de la culture française que ne le sont les gens du Sahel et les Maghrébins. En fait, je ne crois pas du tout que ce soit vrai. Là, je reviens sur la première idée fausse, parce que lorsque vous êtes chinois, il y a une immigration, disons, double immigration chinoise, une immigration de Chinois du Vietnam, et puis il y a une immigration de Chinois de Chine, notamment du nord de la Chine, assez importante, qui a continué dans les années 80-90. Moi, j'ai été dans des collèges, et puis ensuite dans un lycée à Paris, un collège en banlieue parisienne. Il y avait des Chinois, beaucoup de Chinois. Les parents n'étaient absolument pas assimilés. La culture était, mais la planète Mars, ça n'avait rien à voir. Et en fait, on peut être de plein pied avec un Malien ou avec un Algérien, ne serait-ce que parce qu'on partage une langue en commun. Mais je vous rappelle aussi que même s'il y a l'islamisme qui pose un sacré problème, en tout cas, le monothéisme musulman et le monothéisme chrétien, et donc les soubassements de nos civilisations et nos sociétés respectives, ne sont pas complètement, totalement, elles peuvent se comprendre un minimum, tandis que la culture confucéenne chinoise est vraiment complètement différente. Pourtant, vous l'avez vu, et tout le monde peut le constater, l'assimilation des Chinois n'est pas du tout problématique, et ça se passe très bien. Donc, l'idée d'un degré d'écart par rapport à la culture française, à mon avis, est fausse. Alors, pourquoi le modèle d'assimilation est en crise ? Il est en crise pour des facteurs, pour des raisons qui sont très différentes les unes des autres, mais qui peuvent se résumer à 3 facteurs essentiels. La première, et je pense que l'immigration de toute façon était très mal partie à partir des années 80, c'est simple, c'est qu'il faut plusieurs conditions pour que l'immigration fonctionne, et notamment qu'il y ait une croissance économique forte, et donc qu'il n'y ait pas de chômage, pour une raison très simple, parce que si vous n'avez pas un besoin de main-d'œuvre, que vous avez donc une croissance relativement faible, et que vous avez déjà du chômage, si vous faites venir des gens de l'extérieur, des travailleurs de l'extérieur, surtout pas qualifiés, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez les mettre en concurrence avec vos chômeurs, vous allez faire baisser les salaires, et donc ça va mal se passer. Non seulement ils ne vont pas trouver de travail, ou ils vont se retrouver eux-mêmes au chômage, ce qui est tout à fait le cas d'ailleurs, et en plus, vous allez peser à la baisse sur les salaires, et donc ça explique pourquoi disons, la classe ouvrière, les gens qui sont directement en concurrence économique avec les immigrés qui n'ont pas de qualification, n'aiment pas du tout l'immigration. Georges Marchal avait compris, au début des années 80, le Parti communiste français avait enfourché ce combat de la lutte contre l'immigration économique au début des années 80. Il a été doublé, bien sûr, par le Front National et maintenant par le Rassemblement National, mais je vous signale que c'est le premier parti ouvrier de France pour aussi essentiellement cette raison-là. Donc, ce n'est pas pour des raisons de racisme, c'est parce qu'il y a une concurrence directement sur les salaires et sur les bas salaires, ce que les cadres ou les cadres sup ne voient pas ou ne veulent pas voir d'ailleurs. Donc, il y a ce premier facteur, c'est le facteur économique. Si vous n'avez pas besoin d'emploi, faire venir des gens en très grande quantité, on a à peu près en lycée, depuis les années 80, 90, 2000, 2010 et 2020, on a à peu près une moyenne de 300 000, 250 000, 300 000 personnes qui viennent chaque année. Et pour ne pas repartir. Vous voyez, c'est quand même considérable. Et donc, dans ces conditions, c'est très mal parti puisqu'il n'y a pas suffisamment d'emplois. La deuxième raison, c'est la raison non pas de la distance culturelle, mais d'un ressentiment. Ressentiment, colonial, c'est vrai, ressentiment en particulier le poids de la guerre d'Algérie, et puis ce ressentiment, il s'est brutalement enflammé avec la montée de l'islamisme dans les pays de départ. Et puis, c'est un phénomène planétaire, ce réveil, qui est à la fois un réveil, on peut dire, de l'islam sunnite, mais c'est un réveil de l'islam sunnite et peut-être sa recombinaison, disons, avec quelque chose qui ressemble un peu au nazisme, au bolchevisme, au maoïsme, c'est quelque chose d'un peu totalitaire. Et donc là, évidemment, c'est une idéologie qui prône la haine, la détestation, le mépris des mœurs occidentales, donc des mœurs françaises notamment,
surtout que nous mettons vraiment en avant la laïcité, c'est une de nos caractéristiques. Donc là, le choc est encore plus violent, et puis surtout qui prône carrément la conquête, c'est-à-dire la colonisation finalement à l'envers. Et enfin, parce que le gouvernement nous parle de séparatisme, il est bien mignon le gouvernement, mais c'est un euphémisme. Donc, c'est à la fois pour ne pas parler d'islamisme, mais c'est aussi pour faire comme s'ils voulaient faire bande à part. Mais ils ne veulent pas faire bande à part. Ils veulent nous imposer la charia. Ils n'en ont évidemment pas les moyens, mais en tout cas, c'est bien leur intention. En tout cas, je parle bien sûr des militants de l'islamisme. Donc la deuxième raison, c'est le comportement des gens qui arrivent, qui n'ont aucune envie de s'assimiler. Et la troisième raison, eh bien, c'est, disons, l'opinion que la plupart des Français ont de la France et son droit à assimiler, et d'une certaine façon, la confiance que les Français ont dans les vertus de leur société, de leur culture, de leurs mœurs, disons, la capacité à projeter cette identité française dans l'avenir. Et là, évidemment, il y a une énorme panne. En fait, pour le dire plus simplement, les Français n'ont plus confiance en eux en tant que nation, ne sont plus du tout convaincus de la force de leur identité. Elle est en crise. Et donc, si les gens du pays d'arrivée ne veulent plus assimiler, parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont, ou parce qu'ils s'estiment vraiment trop laids dans ce miroir, et qu'ensuite, les gens qui viennent n'ont pas envie de s'assimiler non plus, voire ont envie d'un projet de conquête inverse, d'imposer leurs mœurs, et que, enfin, vous n'avez pas de croissance économique, ben, toutes les conditions sont réunies pour que ça ne se passe pas bien du tout. En effet, comme vous l'évoquez, lorsqu'on parle d'assimilation, la question sous-jacente est aussi celle de l'immigration. En reprenant les chiffres de l'INSEE, on comptait en 2019 6,7 millions d'immigrés vivant en France, c'est-à-dire 10% de la population totale, et 2,5 millions de ces immigrés, c'est-à-dire 37% d'entre eux, ont acquis la nationalité française. Et parallèlement, sondage après sondage, on note qu'une large majorité de Français considèrent qu'il y aurait trop d'immigrés en France. Alors vous, justement, comment est-ce que vous vous positionnez sur cette question de migration? Y a-t-il une nécessité de réguler ces flux pour mieux assimiler les populations à venir, mais aussi peut-être les populations déjà présentes sur nos territoires? Et si régulation, à quel échelon et comment faire? Ah oui, comme je vous le disais, la question se pose du besoin en main-d'œuvre pour commencer. Du besoin en main-d'œuvre parce que officiellement, et si vous voulez, il y a véritablement un déni de démocratie. C'est une question quand même qui est, qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est une question qui est majeure en fait, parce qu'elle a des tas d'implications, sur le système social, sur le niveau éducatif de la jeunesse, elle a des implications sur la politique de logement, elle a des implications bien sûr de manière extrêmement, disons, spectaculaire à travers le terrorisme. C'est quelque chose de très, un phénomène un peu limite, un peu extrême. C'est pas le cœur du problème. Elle a des implications bien sûr en termes de sécurité, etc. Bon. Donc la question là, ce qui est vraiment étrange, c'est que cette immigration dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment massive, hein, qui s'est déroulée, une immigration de peuplement qui s'est déroulée depuis accélérée avec les années 80, finalement, c'est une question où le peuple français n'a jamais eu la parole. On ne lui a jamais posé cette question. Alors pourquoi? C'est très difficile à comprendre. Je pense que malheureusement, le Front National, la montée du Front National dans les années 80 a joué un rôle de verrou. Ça a verrouillé ce débat, ça l'a moralisé aussi, puisque l'immigration, en fait, on peut dire que ce n'est pas un phénomène bon ou mauvais en soi. L'immigration peut être bonne, même une immigration, disons, maghrébine ou africaine, dans une France en pleine croissance, avec une très grande confiance en elle, pourrait être un facteur de renforcement, disons, de puissance pour la France. Donc l'immigration, ça dépend vraiment des conditions. Les conditions n'est plus réunies. Alors c'est vraiment très curieux qu'on n'ait jamais posé la question, notamment lors d'un référendum au peuple français, parce que c'est une question majeure. Mais surtout, je pense que la façon dont l'immigration s'est produite, c'est ce Pierre Brochand, ancien patron de la DGSE, appelait l'immigration juridique. C'est-à-dire qu'en fait, l'immigration économique, elle était officiellement stoppée. Elle a été stoppée dès le lendemain du premier choc pétrolier et le ralentissement de la croissance. Donc les autorités de l'époque, on était en 73, ont bien fait, ont bien réagi. Finalement, l'économie s'arrête, on ne va plus faire venir des travailleurs immigrés.
Par contre, il y a eu une immigration juridique qui est de deux types en fait. D'abord, la première, c'est le regroupement familial, c'est-à-dire le fait que les tribunaux, en s'appuyant sur des conventions internationales, conventions des Nations Unies et puis des textes européens aussi, ont considéré que le droit de mener une vie familiale normale était un droit de l'homme. Et donc, on considérait que c'était strictement interdit d'empêcher les travailleurs immigrés qui étaient déjà là de faire venir leur famille. Et donc, de fil en aiguille, vous avez toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, en 2020, toujours un flux migratoire qui est lié à ce modèle, enfin, qui est lié, pardon, à ce fameux droit de mener une vie familiale normale, c'est-à-dire le regroupement familial. Mais ça, on aurait évidemment pu en discuter ou se demander si c'était une bonne idée ou pas une bonne idée, et notamment de faire venir des gens dans des ghettos, les accueillir dans de mauvaises conditions, dans un pays où il y avait une montée de l'extrême droite, etc. Deuxième source d'immigration juridique, le détournement du droit d'asile. Alors, le droit d'asile, évidemment, c'est on peut dire, quelque chose auquel tous les Français sont très attachés, à juste droit. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur, on peut dire, de notre philosophie politique républicaine et démocratique, c'est-à-dire d'accueillir, de protéger les gens qui sont soit menacés de génocide et puis qui combattent pour nos valeurs, pour la liberté. Là où le système devient fou, c'est que c'est quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de gens qui prennent fait et cause pour la liberté et qui sont menacés à raison de leur engagement politique, que nos ambassades, que nos consulats partout dans le monde connaissent d'ailleurs, sont devenus des centaines de milliers. Et pourquoi ils sont devenus des centaines de milliers? Bien sûr parce que c'est une immigration économique déguisée, c'est un secret de Polichinelle. Et donc là, finalement, ce sont deux détournements, finalement, le flux migratoire continue, alors que le besoin migratoire n'est plus là. Donc c'est vraiment, vraiment très gênant. On peut considérer aussi que pour que l'immigration soit favorable, j'ai insisté sur la notion de croissance économique, mais il faut aussi parler, je pense, de croissance démographique. Alors, vous allez dire pourquoi? C'est très simple, parce que ce sont toujours les enfants, finalement, qui assimilent, ce ne sont pas les adultes qui assimilent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la première génération, les gens qui sont obligés souvent de se déplacer dans un autre pays pour faire leur vie, ne le font pas tellement de gaieté de cœur. La plupart des gens aiment beaucoup, disons, voyager, se déplacer, même travailler quelque temps à l'étranger, mais en général, les gens aiment beaucoup aussi rentrer dans leur pays, le pays de leur enfance. Donc quand ils le font contraints et forcés. Et ce sont leurs enfants, finalement, qui peuvent devenir français. Mais pour que ces enfants deviennent français, encore faut-il qu'ils soient assimilés par d'autres enfants. Et donc, il faut qu'il y ait une croissance démographique suffisante, un taux de fécondité suffisant. Il faut en fait que les femmes indigènes, les femmes françaises d'origine européenne fassent au moins 2 enfants par femme, de sorte qu'on trouve dans les classes, dans les petites classes, suffisamment d'enfants français pour que non seulement le niveau de langue, les mœurs, les façons de faire, les façons de penser, etc., où il y a un modèle majoritaire et une minorité qui, entre guillemets, se met à l'école de la majorité. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, vous avez des communautés d'expatriés qui restent entre elles et le système est bloqué. Donc, je pense que c'est un problème majeur. C'est un problème qui n'a jamais été finalement soumis dans un système, pourtant dans notre République démocratique, qui n'a jamais été soumise au vote. Et je pense que c'est parce que le Front National a bloqué pendant très longtemps le débat, l'a rendu tabou. Et donc, aborder cette question, c'était de toute façon être d'extrême droite. Et derrière, il faut évoquer une autre question qui est le souvenir traumatisant, on peut dire, de la Seconde Guerre mondiale, notamment le comportement des autorités françaises, de l'administration, de la police et du gouvernement, bien sûr, de Vichy, en traquant, disons, les enfants juifs, en traquant les juifs, les étrangers d'ailleurs, les combattants espagnols, les juifs allemands qui étaient livrés à l'occupant, et bien sûr la déportation des juifs qui était ordonnée par l'occupant allemand et exécutée de manière zélée par ce gouvernement assez épouvantable, européiste en diable et anti-souverainiste en diable qui était Vichy. Donc ce gouvernement-là, il a laissé dans la haute fonction publique, mais aussi peut-être dans la classe dirigeante française, une empreinte traumatique. De sorte qu'on a très longtemps compris ou symboliquement vu les enfants de l'immigration, quand ils faisaient des bêtises, attention, il ne faut pas trop s'en prendre à eux, parce que finalement, ce sont les descendants symboliques des porteurs d'étoiles jaunes. Et puis, contrôler les papiers des étrangers, vous vous rendez compte, ça fait penser à Vichy. Et puis, renvoyer chez eux les étrangers,
dans des charters, dans des bateaux, etc. Ce serait vraiment de la déportation. J'ouvre une parenthèse, aux États-Unis d'Amérique, même si vous êtes un ressortissant, disons, français ou japonais, enfin, d'un pays très riche, si vous n'avez pas de droit à rester sur le territoire américain, vous pouvez être sujet et l'objet d'une procédure de déportation. Ça s'appelle comme ça aux États-Unis. Ça veut dire simplement qu'on vous attrape, on constate que vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas le droit de rester aux États-Unis, et on va vous renvoyer dans un avion chez vous. Ça passe même pas par un juge, d'ailleurs. Donc on voit que n'importe quel pays démocratique, et a fortiori démocratique, mais n'importe quel pays, on va dire normal, bien contrôle qui rentre sur son territoire et vérifie que les étrangers sur son territoire ont le droit de rester. Enfin, un pays n'est pas un moulin, que je sache. Alors, je vais changer un petit peu de thématique. Dans vos analyses, Monsieur Bigot, vous pointez souvent du doigt les responsabilités de l'Union européenne dans les difficultés que traverse la France et en particulier les États-nations. Selon vous, la citoyenneté européenne qui s'ajoute à notre citoyenneté française, est-ce qu'elle promeut un certain multiculturalisme qui ne favoriserait pas l'assimilation des immigrés en Europe et en France? C'est une question vraiment très intéressante qui est finalement rarement abordée. D'abord, je sais bien qu'on parle de citoyenneté européenne, on parle même maintenant de souveraineté européenne, mais si les mots ont un sens, ce sont disons des slogans, au mieux des slogans et peut-être même des oxymores. C'est-à-dire qu'en fait, la citoyenneté, ça fait appel à la cité. La cité qui vient, disons, d'Athènes ou dans une autre version de Rome, suppose non seulement un civisme, mais ce que les latins, ce que les romains appelaient un affectio societatis. C'est-à-dire le fait que les membres d'une collectivité se regardent les uns des autres comme sinon des frères, du moins des gens qui sont liés par un même attachement affectif, et en fait sont des concitoyens et des compatriotes. Alors le modèle de la cité n'est pas tout à fait celui de l'État-nation, mais il y a en commun entre la cité et l'État-nation, disons, un affectio societatis. Concrètement, et on parle beaucoup de vivre ensemble, ça me semble intéressant, ce terme de vivre ensemble, c'est presque quelque chose d'assez inconscient, parce qu'en réalité, le fondement du civisme depuis Athènes jusqu'à Rome et jusqu'à nous, c'est pas du tout le vivre ensemble, c'est le mourir ensemble, au contraire. C'est-à-dire que, non pas qu'on ait envie de mourir, bien sûr que non, mais si la cité venait à être attaquée, alors on serait prêt à verser son sang ensemble. Et c'est le sang versé ensemble pour défendre une cité, pour défendre aussi donc un ensemble de valeurs politiques, mais aussi disons, un territoire charnel, mais aussi une culture, mais aussi une langue, mais aussi une civilisation, mais aussi une histoire, un héritage, un destin en commun. C'est ça qui fonde la cité. Si vous allez sur aujourd'hui, en 2021, sur le site de la bataille des Thermopyles, vous verrez qu'il y a encore un panneau tracé dans la roche, en grec ancien, qui est dit, où vous pouvez lire « Passant, va dire à Sparte que tes enfants sont morts pour que ces lois vivent ». C'est ça la citoyenneté, c'est rien d'autre. Donc personne n'ira mourir pour la zone euro, personne ne mourra pour le drapeau européen, ça je peux vous le garantir. Donc c'est une idée qui peut être sympathique, ça peut être une utopie, etc. Mais ce n'est pas de la même nature que le lien civique. Or, une fois que ce préambule est terminé, j'insiste pour dire qu'il y a une utopie, et encore une fois, cette utopie, elle ne me paraît pas antipathique, et c'est même une utopie sympathique, et que cette utopie européenne consiste précisément à vouloir finalement, en fait, détacher une loyauté juridique ou une appartenance, disons, à un ensemble politique et juridique, de la détacher, disons, d'une loyauté ou d'une appartenance culturelle. Je m'explique. Si l'Union européenne, et donc l'Europe en tant qu'utopie, devait se réaliser, devait fonctionner un jour, autrement dit, si on arrivait vraiment à un État européen, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'un Irlandais, il serait chez lui en Grèce. Il serait dans son pays en Grèce. Et un Grec serait dans son pays en Irlande. Alors vous allez me dire, mais ce serait formidable. Je ne dis pas que ce serait mauvais. Je dis simplement que c'est une utopie. Donc ce n'est pas du tout du domaine du réel. Et que par ailleurs, évidemment, on peut considérer, et c'est ce que faisaient les pères fondateurs de l'Europe, qu'il y a, disons, une civilisation, enfin, pour moi, il n'y a pas une civilisation, il y a des civilisations européennes, et des cultures européennes, mais grosso modo, qu'il y a des points communs ou des caractéristiques communes
entre les nations européennes. J'insiste pour dire que ces caractéristiques communes, vous les retrouvez, par exemple, les Italiens et les Néo-Zélandais sont aussi proches, disons, que les Italiens des Norvégiens. Bon, donc, il n'y a pas spécifiquement quelque chose de propre à cette géographie européenne. Il y a simplement un univers occidental et un univers judéo-chrétien occidental. Mais passons. Disons que vous voyez bien que cette volonté de détacher l'appartenance à une cité, à un ensemble politique, de le détacher de l'appartenance à une culture, à une langue, à des mœurs, mais aussi et surtout peut-être à une histoire singulière, à un destin historique, eh bien ça va immédiatement créer un problème avec l'immigration. Pourquoi ? Tout simplement parce que le phénomène d'assimilation, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était un phénomène assez douloureux, assez complexe d'un point de vue humain, il faut s'arracher, disons, faire le deuil un peu de son pays d'origine. On n'est pas obligé de le renier, contrairement à ce qu'on entend ici ou là, mais enfin, grosso modo, il faut se faire à un autre pays. Quand vous lisez des auteurs comme Hannah Arendt, vous vous rendez compte que cette juive allemande, donc c'est surtout allemande en réalité, aux États-Unis, il y a beau eu avoir la Shoah, elle a passé quand même une grande partie de sa vie aux États-Unis, elle y a été bien accueillie, c'est devenu une très grande universitaire, etc. Mais enfin, quand vous la lisez, vous voyez bien qu'il y a un deuil de l'arrachement au pays de l'enfance. Donc, si vous voulez, cet effort-là, il n'est plus requis grâce à l'Europe et il n'est plus possible grâce à l'Europe non plus. Puisqu'on vous dit finalement qu'en Europe, les Grecs sont chez eux en Norvège, les Norvégiens sont chez eux en Grèce, pardon. Donc, si vous venez d'Algérie, vous venez du Mali, pourquoi vous avez besoin de faire un effort ? Finalement, vous pouvez rester un peu comme McDonald's, vous venez comme vous êtes. Voilà, donc vous restez ce que vous êtes à l'origine, tout en habitant en Europe, en devenant un citoyen de l'Europe. Ça vous évite d'avoir ce chemin, disons, civilisationnel, culturel. C'est vrai pour les mœurs, les façons de faire, et les façons de vivre, les façons de manger, etc. Mais c'est vrai aussi et surtout au plan historique. C'est-à-dire que vous ne vous inscrivez plus dans un destin, dans le destin d'un peuple qui a un passé, un présent et un avenir. Vous êtes, et d'ailleurs, c'est une utopie dans laquelle on sort quasiment de l'histoire. Je pense que, j'ai dit une formule un peu brutale, que l'Union européenne me paraissait être non seulement une organisation internationale qui montait un peu sur ses ergots et qui jouait aux États, alors que ce n'était pas un État, mais surtout, c'est une sorte d'EHPAD de l'histoire. C'est-à-dire, c'est vraiment une réunion de peuples qui n'ont plus envie du fracas et du tumulte de l'histoire. On peut d'ailleurs le comprendre, mais grosso modo, là où ça devient une utopie dangereuse, c'est que, bien sûr, le reste du monde continue à vivre dans l'histoire, c'est-à-dire de manière souvent conflictuelle. Alors, merci. Pour continuer justement sur le deuxième point que vous évoquiez tout à l'heure, on se souvient de la fameuse phrase de Bruno Le Maire qui souhaitait que tous les jeunes se disent « Putain, être français, c'est la classe ». Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, la France fait encore rêver ? Est-ce que c'est vraiment la classe que les gens ont cette impression ? Est-ce qu'on n'a pas une déconsidération de notre propre culture, et ce particulièrement par nos élites et nos gouvernants, qui font que l'identité française se déprécie. Et le cas de la commémoration du bicentenaire de Napoléon étant un exemple flagrant de cette honte. Vous parlez de honte, le terme est très fort, mais en ce qui concerne la classe dirigeante, il n'est peut-être pas si, disons, outrancier que ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. De cet ordre-là. On parlait de l'assimilation tout à l'heure, mais c'est vrai que, imaginons ce travail de deuil qu'est l'assimilation, cet effort qui est requis, qu'en plus vous envoyez vos enfants à l'école, que vous appartenez à un pays qui s'est décolonisé. Imaginons que vous soyez algérien, donc la colonisation de l'Algérie n'a pas vraiment été une promenade de santé, c'était en plus une colonisation de peuplement et pas de cadre, donc elle a laissé la guerre d'Algérie était une guerre civile, hein, très très violente, très douloureuse. Donc tout ça est compliqué, vous envoyez vos enfants à l'école dans l'espoir qu'ils deviennent français, et là on leur apprend que la France est horrible. C'est une marâtre, elle est très dure. Alors moi j'ai des enfants en âge d'aller au collège, donc j'ai regardé un peu les manuels d'histoire. Bon, les bras vous en tombent. D'abord, il n'y a plus aucune chronologie, tout ça n'a ni queue ni tête, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Bon, non pas que prenons l'exemple, on parlait du civisme tout à l'heure, dans un manuel, je crois, de classe de 3e, si ma mémoire est bonne, j'ai vu, donc il était question de comparer la citoyenneté française à la citoyenneté grecque, parce qu'il faisait
Il faisait toute l'histoire de l'humanité en une année. C'est pas un exercice inintéressant de comparer la citoyenneté française à la citoyenneté grecque. Pas du tout. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais voyez bien que c'est un problème de spécialiste. C'est-à-dire que quand vous avez appris l'histoire chronologique, quand vous savez à peu près repérer, disons, Athènes, et puis vous avez appris les bases de la cité antique, vous pouvez comparer des choses. Pour les comparer deux choses, il faut déjà les connaître séparément. Donc, il y a vraiment une énorme confusion. Donc, il y a une confusion, il n'y a pas de repère, et je pense que c'est quasiment à dessein, finalement. Et puis, il y a aussi cette idée de se flageller, de s'auto-flageller. Finalement, c'est quand même très français. C'est-à-dire que la France, la mentalité, la psychologie française, elle est caractérisée par des espèces de montagnes russes, des oscillations. C'est-à-dire que c'est le pays de Napoléon, c'est le pays de Zinedine Zidane, c'est le pays de Charles de Gaulle, et puis c'est aussi le pays de l'équipe de France en Afrique du Sud, c'est aussi le pays de Laval, c'est aussi le pays de François Hollande, etc. Enfin, je ne compare pas Hollande à Laval sur le plan politique, je dis simplement qu'il y a une espèce de dégoût de soi collectif, de se trouver finalement soit beaucoup plus beau, soit beaucoup plus laid qu'on est en réalité. Il y a quelque chose d'un peu irréaliste, soit excessivement glorieux, soit excessivement repoussant dans la façon dont les Français se représentent eux-mêmes. Et je crois qu'en réalité, c'est un pays qui est capable effectivement de prouesses absolument étonnantes, incroyables. Il y a une espèce de furia française et il y a quelque chose, comme c'est un pays à la fois latin et c'est un pays à la fois nordique, les deux qualités, à mon avis, se neutralisent l'une l'autre ou alors se transcendent l'une l'autre. Mais ça arrive finalement assez rarement. Et dans le cas contraire, finalement, nous, on a toujours tendance à se comparer. Alors, se comparer, c'est se consoler quand on se compare peut-être à l'étranger. Mais en tout cas, se comparer, c'est se désoler quand on se compare aux pages, si vous voulez, les plus glorieuses de l'histoire de France. Donc, il y a quelque chose d'assez intimidant. On le voit dans le jeu politique. Aujourd'hui, il faut trouver le général de Gaulle. Mais alors, le général de Gaulle, on n'en trouve pas tous les matins, le général de Gaulle. C'est un personnage presque digne des héros antiques. Donc, des personnages de ce type, on en a peut-être un ou deux par siècle, grand maximum. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et cette honte dont vous parlez, paradoxalement, c'est très français. Et alors, évidemment, les jeunes issus de l'immigration, avec un cheminement encore plus complexe et particulier, avec aussi la possibilité de trouver dans l'islamisme, par exemple, un récit valorisant, un héroïsme, une identité collective forte, des raisons de croire en soi et de se sentir plus fort parce qu'on appartient à un groupe, existent. Donc, autant ça leur est dénié en France, en tant que Français, parce qu'ils sont aussi Français, contrairement à ce qu'ils se racontent à eux-mêmes, et ils sont notamment Français dans leur capacité à dévaloriser la France et dans leur mépris de la France. Ils l'expriment de manière beaucoup plus violente et beaucoup plus grossière que ne le font nos élites. Mais enfin, quand vous entendez un Jean-Claude Trichet ou un Jean-Marie Messier dire « I am not a Frenchman », quand vous écoutez le président de la République à 2 heures du matin avec un drapeau américain derrière lui s'adresser à l'Amérique, ou vous l'entendez encore plus récemment sur la chaîne CBS dire qu'il faut déconstruire l'histoire de France, les bras vous en tombent. En fait, ça n'existerait dans aucun autre pays. Donc, finalement, il y a quelque chose de très français dans le fait de se détester soi-même, de se comparer à des moments de grandeur, à des moments d'exception. Il y a une exigence, si vous voulez, à être français qui peut facilement déprimer. Mais je ne pense pas du tout, pour souvent voyager à l'étranger, que cette idée très dévalorisée de la France soit partagée à l'étranger. En fait, nous sommes peut-être les derniers dans le monde à ne pas croire dans la France, pour plein de raisons. D'abord parce que, vous le savez sans doute, nos jeunes cadres sont très, très appréciés partout. Vous allez dans la Silicon Valley, vous rencontrez énormément de Français. Vous allez dans les studios Pixar, vous rencontrez énormément de Français. Vous allez dans la bourse de Londres, qui fait tourner la mondialisation, vous rencontrez énormément de Français. J'étais à Singapour aussi, dans les entreprises, vous rencontrez énormément de Français, et ainsi de suite. Donc, finalement, si on était si nuls, on se demande bien pourquoi nos cadres et nos jeunes s'expatrieraient aussi bien. Mais cette expatriation, et notamment des élites françaises,
est quand même un signal aussi qu'il y a quelque chose d'un peu répulsif maintenant en France. Deuxième idée, je pense qu'on ne comprend pas non plus que les lycées français, notamment, l'enseignement supérieur, on pourra en dire un mot, mais c'est peut-être moins vrai. Les lycées français, le secondaire, dans des pays, je prends trois pays qui sont quand même très, très intéressants au plan international, la Russie, la Chine et les États-Unis. Le lycée français de Pékin, le lycée français de Washington et le lycée français de Moscou ont des caractéristiques que les Français ne savent pas, ne connaissent pas, c'est d'attirer les enfants de la classe dirigeante. Beaucoup de gens du département d'État, beaucoup de gens des grandes entreprises américaines et du gratin américain, on dirait, envoient leurs enfants au lycée français de Washington. C'est très chic d'aller au lycée français de Washington. La langue française est considérée toujours comme une langue des élites. Donc, vous voyez, il n'y a que nous, finalement, pour ne plus croire en nous. Et puis, il y a une autre raison qui me paraît assez évidente, qui est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez deux modèles qui sont dominants. Vous avez le modèle chinois et le modèle américain. Le modèle chinois est un modèle ultra-collectiviste qui écrase l'individu, où l'État est vraiment très, très puissant, comme en France d'ailleurs, mais où il n'y a vraiment pas beaucoup de créativité individuelle. C'est quand même assez oppressant d'être chinois, en dépit de tous les succès collectifs que peut connaître la Chine. Et puis, vous avez le modèle américain. Et là, c'est l'excès inverse. C'est une société assez brutale. Les individus sont vraiment un peu livrés à eux-mêmes, où l'individualisme, la compétition individuelle est exacerbée et où, grosso modo, vous le savez, il y a un État central qui est très faible. Les infrastructures, Trump, c'est peut-être le truc le moins idiot qu'il ait fait, en dehors de faire un bras de fer commercial avec la Chine, ce qui a fonctionné, c'était de dire, attends, il y a un gros problème avec les infrastructures aux États-Unis, et c'était vrai. Donc, il a commencé à investir là-dedans, mais on voit bien finalement qu'il y a deux modèles et que la France, elle pourrait, à condition de reprendre confiance en elle, être assez naturellement un pays, non seulement qui serait sur le plan géopolitique, si elle réinvestissait dans son armée, si elle utilisait son réseau diplomatique et qu'elle avait, disons, une volonté, une indépendance, un courage aussi, de cesser de jouer cette comédie absolument, cette pantalonnade ridicule qu'est l'Union européenne, qui n'est autre que se mettre à la remorque de l'Amérique, en fait. Si la France redevenait elle-même, elle aurait vraiment une carte à jouer dans cette tension entre les États-Unis et la Chine, et puis sur El Sodel, à mi-chemin, où finalement l'État investit, où il y a une intervention, un filet social de sécurité, mais où aussi on a quand même, disons, beaucoup de considération pour l'esprit critique, pour trop d'ailleurs parfois, pour la créativité, pour l'individualité. Enfin, c'est pas un pays aussi étouffant que la Chine, bien que l'État soit important. Vous voyez, souvent, je ne dis pas que, évidemment, mais souvent les choses sont une question de perspective. C'est-à-dire que soit vous considérez que la fameuse exception française, c'est un boulet, c'est quelque chose qui nous ralentit, c'est ce qui fait qu'on est les derniers de la classe, soit au contraire, vous décidez de faire du judo, c'est-à-dire vous décidez de faire de vos faiblesses des forces. Mais ça suppose que les élites françaises soient vraiment des élites, qu'elles aient quelque chose dans la tête, qu'elles réfléchissent, qu'elles se mettent à se projeter à 10 ans, à 20 ans, et qu'elles cessent aussi, par exemple, de se mettre sur le terrain de l'adversaire. Parce que quand vous vous mettez sur le terrain de l'adversaire, évidemment, en général, les règles du jeu, elles ne sont pas faites pour vous, elles sont faites par l'adversaire qui a fabriqué ses propres règles, ses propres disciplines, etc. Alors les choses, évidemment, ne sont pas si simples que ça. Ça demande évidemment énormément d'efforts. Ce n'est pas en claquant des doigts et en se disant on est les meilleurs du monde, on est les champions, on est un phare pour le monde qu'on va y arriver. Ça nécessite de remobiliser tout un pays, toute une énergie, de remettre les gens au travail. C'est quelque chose qui va prendre des décennies sans doute, mais qui vaut la peine d'être fait parce que notre pays, nous sommes, je répète, les derniers, nous sommes les seuls pratiquement dans le monde à penser que la France n'a aucune importance. Au lendemain des attentats de Charlie, ça a été beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a un lecteur du New York Times qui a écrit une lettre assez bouleversante en disant mais finalement on comprend bien pourquoi ces djihadistes s'attaquent à la France, parce que la France symbolise tout ce qui fait toutes les raisons, disons, de vivre et la liberté par essence. Vous voyez, ce conflit aussi de civilisation dans lequel on se retrouve entre un islamisme agressif et conquérant et un modèle, disons, occidental qui est un peu sur le recul, la France est aux avant-postes aussi de ça. Mais la France serait aux avant-postes de bien d'autres combats qui sont des combats planétaires. C'est-à-dire que pensez à un phénomène dont on ne parle jamais,
c'est-à-dire le vieillissement et l'effondrement de la population humaine. Parce qu'on parle tout le temps de l'explosion de la population humaine, du problème du gaz carbonique, du réchauffement, etc., etc. Ça devient littéralement obsessionnel. Mais en fait, si on se projette à long terme, et ça prouve d'ailleurs que nous n'avons plus de vision à long terme, c'est-à-dire que nous ne voulons plus vivre finalement en tant que civilisation, en tant que nation, en tant que société, en tout cas nos élites, elles n'arrivent pas à se projeter, eh bien, on se rend compte qu'en fait, le problème majeur de l'humanité aujourd'hui, ce n'est pas l'explosion de la population, ça va être assez rapidement son vieillissement. Alors c'est vrai dans des pays comme le Japon, c'est vrai dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne, la plupart des pays européens d'ailleurs, c'est-à-dire que les femmes font moins de 2 enfants par femme. Quand il y a, disons, un rajeunissement brutal de la population et une explosion de la population, ça va ensemble, ça crée des tas de problèmes qu'on a bien connus, enfin pas nous, mais nos aïeux ont bien connus. Des révolutions, des guerres, etc. Mais quand il y a un vieillissement de la population, autrement dit, quand les femmes font moins de 2 enfants, 1,2, 1,3 au Japon, en Chine aussi, en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a beaucoup plus, la population va diminuer, bien sûr, mais surtout, alors on peut dire, bon, c'est pas plus mal, puisque finalement, on est trop nombreux. Oui, sauf que ça a un autre effet, cette fois-ci pas quantitatif, mais qualitatif, c'est qu'il va y avoir d'un seul coup énormément de vieux en proportion par rapport aux jeunes. Et là, on rentre dans un univers, à mon avis, très morbide. C'est le monde des EHPAD, dont on a presque eu un petit avant-goût. Enfin, finalement, cette espèce de surmobilisation autour du Covid, ça révélait qu'on était rentré dans un monde très, très vieillissant. Et c'est un univers, à mon avis, de cauchemar. Autant le rajeunissement de la population n'est pas terrible, l'explosion démographique, le rajeunissement de la population, c'est très instable, c'est vrai, mais on peut s'en sortir. Tandis que le vieillissement de la population, vous rentrez dans un mécanisme, d'une certaine façon, qui est presque irrécupérable. Pourquoi? D'abord, vous avez des problèmes de financement des retraites. On l'a vu, est-ce que vous imaginez un Chinois demain qui va pousser les chaises roulantes de 2 Chinois? Je reviens à cette histoire de taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme. Le nombre d'enfants par femme, c'est un indicateur intéressant parce que quand vous êtes à 2, tout le monde peut logiquement comprendre que l'homme et la femme qui vont se reproduire faisant 2 enfants, une fois que l'homme et la femme qui ont fait des enfants seront morts, ils seront remplacés par 2 personnes. Donc la population reste stable. Si la femme fait 3, 4 ou 5 enfants, eh bien la population va grandir. Si la femme fait moins de 2 enfants, la population va diminuer. Mais ça veut dire aussi qu'en structure par âge, vous allez avoir, dans un cas, autant de jeunes que de vieux, 2 femmes, 2 enfants par femme, plus de jeunes que de vieux, 3 ou 4 enfants par femme, et puis moins de 2 enfants par femme, plus de vieux que de jeunes. Et c'est, à mon avis, un environnement particulièrement délétère, affreux, où il y aura ralentissement de la créativité, ralentissement, disons, de la croissance économique. On peut aussi considérer qu'il va y avoir c'est un monde voilà, où on va parler de maladies tout le temps, de traitements. Enfin voilà, c'est le monde. La planète va devenir un gigantesque EHPAD. C'est un cauchemar. Alors pourquoi je parle de la France? Parce que la France est une nation qui elle avait, disons, ça a été touché, le quotient familial a été touché, mais on a encore des crèches, on a encore toutes sortes de choses qui sont très originales au plan de la planète. On a une politique qui permet, en fait, aux femmes à la fois de faire des enfants et à la fois de travailler. Et ça, c'est une clé pour l'humanité. Je dis bien pour l'humanité, c'est-à-dire que la France a des solutions pour la planète entière. Parce que si, dans le monde entier, finalement, on ne conçoit pas un environnement dans lequel les femmes peuvent à la fois travailler et faire des enfants, eh bien, le monde va s'écrouler sur lui-même, en fait. Il va y avoir une sorte d'implosion démographique et un vieillissement qui sera tragique de l'humanité. Mais on pourrait prendre 1001 sujets sur lesquels, à mon avis, qui montreraient que la France a véritablement un boulevard au XXIe siècle, si elle s'en donnait un peu les moyens. Dernier exemple, peut-être l'ARN messager. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vérifiez-le sur Internet. C'est en 1993 qu'un médecin français a déposé le brevet de l'ARN messager. C'était repris ensuite par une chercheuse, je crois hongroise, qui a émigré aux États-Unis. Mais bon, voilà, si on faisait la généalogie de toutes les inventions, de toutes les choses qui ont transformé le monde, même dans les 10-20 dernières années, vous seriez extrêmement surpris de voir à quel point la France compte, en fait. Alors, dans cette longue réponse, Monsieur Bigot, vous avez évoqué… Pardon, peut-être trop longue. Non, mais c'est pas de souci. Vous avez bien détaillé justement la réponse à la question sur notre honte, comme Pierre le mentionnait, de cette culture et cette histoire française. Alors, dans cette réponse, vous avez également évoqué notre rapport aux États-Unis, notre comparaison avec les modèles étrangers. Et ça me permet de rebondir sur cette américanisation de notre société que certains dénoncent,
qui influencent aussi grandement notre rapport à l'identité, à l'intégration des minorités. Voilà, il y a des concepts qui deviennent très en vogue, comme la cancel culture, le mouvement woke. Donc voilà, ça, c'est des concepts qui sont directement implantés via la société américaine. Certains considèrent d'ailleurs le modèle républicain assimilationniste comme profondément injuste, voire discriminant, voire violent. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de promouvoir ce modèle républicain assimilationniste dans ce XXIe siècle qui devient de plus en plus individualiste, comme vous l'avez évoqué d'ailleurs dans votre explication du modèle états-unien? En fait, je pense qu'il y a une partie comment on pourrait dire, de l'ornière ou du point mort dans lequel on se retrouve sur le plan politique, c'est qu'on est, comme on dit, challengé avec cet anglicisme, qu'on est contesté, bousculé de l'extérieur par l'importation d'un certain nombre de modèles. Alors, le modèle islamiste, c'est vrai, le modèle américain, etc., qui ne sont pas les nôtres. Et que nous n'avons, quand je dis nous, les Français qui croient à la France, nous, et en particulier, disons, appelons ça le souverainisme, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, nous n'avons qu'à opposer qu'un modèle, disons, qui appartient au passé, et qui serait figé dans le temps et valable de toute éternité. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas réaliste là-dedans, parce qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et parce que lorsqu'on vous conteste, lorsqu'on vous bouscule, lorsqu'on vous challenge, si vous ne répondez pas au challenge, si vous ne répondez pas aux questions qu'on vous pose, si vous ne répondez pas aux défis, si vous ne faites pas la démonstration que votre modèle est le meilleur, en fait, ça veut dire que vous êtes arc-bouté, crispé sur un modèle du passé. C'est ça qui se produit, en fait. C'est-à-dire que je pense que nous sommes dans le vrai, le modèle républicain universaliste est absolument dans le vrai. La France a, avec son identité, beaucoup de choses à apporter au monde, mais évidemment, il faut qu'elle fasse une sorte d'aggiornamento. Il faut qu'elle se mette à la page, il faut qu'elle actualise son logiciel. Et pour ça, il ne faut en aucun cas laisser ces modèles qui nous contestent de l'extérieur, leur laisser, disons, l'illusion qu'ils représentent l'avenir ou qu'ils représentent l'évolution naturelle de l'histoire. Vous voyez, il y a vraiment une dialectique naturelle. Lorsque le parlementarisme anglais, britannique ont été agressés par le Troisième Reich, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pris un peu plus de temps en France, où le général de Gaulle est revenu aux affaires plus tard. Aux États-Unis, notamment, je parlais du parlementarisme anglais et français, mais c'est vrai de la grande démocratie américaine. Que ce soit Roosevelt, de Gaulle ou Churchill, ils ont renforcé le pouvoir exécutif. Ils l'ont renforcé considérablement. Ils ont arrêté de faire de la politique aérie avec une instabilité parlementaire, des petites combinations politiques, etc. En fait, il y a quelque chose, quand vous êtes attaqué, militairement, mais aussi intellectuellement, eh bien, il y a toujours quelque chose à prendre de votre ennemi, à apprendre et à prendre. Donc, nous n'avons résisté à Hitler que parce que nous avons bombardé au sol, rasé au sol à coups de bombes incendiaires les villes allemandes. Donc, nous avons appris d'Hitler la brutalité et nous lui avons renvoyé sa brutalité. Si nous n'avions pas brutalisé l'Allemagne, même si c'est ce que je dis est très politiquement incorrect, j'entends Éric Zemmour s'étrangler d'indignation parce que les soldats soviétiques ont violé les femmes à Berlin. Bien sûr, mais réponse du berger à la bergère. Il y avait 14 800 Oradour-sur-Glane en Ukraine et en Russie, vous imaginez, hein, des villages avec femmes, enfants, etc., brûlés. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'ont fait les soldats soviétiques? Donc, d'une certaine façon, oui, Hitler a appris la brutalité aux démocraties, et les démocraties ont appris à se battre le dos au mur et ont montré qui, finalement, était le plus brutal. Ce n'est pas ça qui fait qu'on a raison. Ce qui fait qu'on a raison, c'est que notre système de valeurs et notre système politique sont supérieurs, mais on a appris une leçon et on a été capable de se transformer. Dans une vision beaucoup plus pacifique et beaucoup plus, disons, heureuse, il y a le challenge ou le défi que le communisme a représenté pour le modèle capitaliste. Je vous signale que si on n'avait pas créé la sécurité sociale, si on n'avait pas augmenté les salaires, si on n'avait pas transformé profondément le capitalisme, non seulement au lendemain de la crise de 29, ça a pris du temps, mais surtout, parce que, disons, Staline et l'armée rouge nous mettaient quasiment un pistolet sur la tempe, il y avait quand même une contestation communiste et le monde ouvrier était en pleine ébullition à l'intérieur des pays occidentaux et capitalistes, eh bien, voilà, on serait mort.
Donc, il faut toujours se réinventer. Il faut toujours se réinventer sous la pression de l'extérieur. Et là, ce qui est absolument désolant, c'est que les gens qui sont dans le vrai, les gens qui défendent la France, les gens qui défendent, on va dire, le destin français, tel qu'il est singulier, les gens qui défendent l'universalisme républicain, ils sont figés, en fait. Ils sont congelés. Ils ne veulent plus inventer l'avenir. Ils ne cessent de faire appel, d'en appeler aux hussards noirs, à je ne sais trop quelle nostalgie, etc. Mais on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. C'est fini le temps des hussards noirs. Il faut repenser les hussards noirs avec les réseaux sociaux. Il faut repenser les hussards noirs avec le défi considérable de l'islamisme, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, cet effort n'est jamais fait, en fait. On ne réinvente pas le modèle français. Et c'est très inquiétant, parce qu'il veut dire que ça manque de vie, ça manque de souffle, ça manque de désir, de conquête, en quelque sorte. La meilleure défense, c'est toujours l'attaque. Donc, voilà pour la réponse. C'était peut-être un peu long. Et donc, dans cette américanisation de notre société, on parlait d'immigration tout à l'heure, c'est typique, c'est-à-dire que nos élites sont tellement américanisées, c'est vraiment le concept d'aliénation au sens marxiste du terme. C'est-à-dire que quand quelqu'un est vraiment aliéné, eh bien, il ne sait même pas qu'il est aliéné en réalité. C'est-à-dire la façon dont il a de penser les choses, elle s'imprègne tellement des idées du maître, du dominant, que le dominé ne se rend pas compte. Quand nos élites, entre guillemets élites, pensent l'immigration, ils pensent aux États-Unis en fait. Ils pensent que la France serait un territoire qui a toujours été ouvert aux migrations, que les Français ne seraient constitués que d'immigrés, ce qui est évidemment faux. Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que d'immigrés. Il y avait, si vous voulez, des Apaches, des Comanches et des Sioux qui étaient archi-dominants. Et effectivement, au XXe siècle, on a reçu autant d'immigrés que les Américains. Mais les Américains ne sont quasiment qu'une terre d'immigration. Les indigènes américains ont été clochardisés et massacrés et mis dans des réserves. Les indigènes français sont largement majoritaires. Donc, la manière, les biais, si vous voulez, intellectuels avec lesquels tous les problèmes sont pensés, sont effectivement, en quelque sorte, laissent à penser que nos élites ont complètement téléchargé le modèle américain, pensent en termes américains, se représentent en termes américains les enjeux. Donc, ces enjeux d'immigration, effectivement, voilà, il faut faire de l'affirmative action comme aux États-Unis, il faut jouer la carte du communautarisme, et c'est comme ça que les gens, par entrisme, finalement, vont se faire une place au soleil, etc. Enfin, tout ça est très, très, très étonnant. L'Union européenne, c'est la même chose, finalement. Hein, c'est l'idée de faire les États-Unis d'Europe à la mode des États-Unis d'Amérique, avec les pères fondateurs, avec la Cour suprême, avec le Sénat, la Chambre des représentants. Il y a vraiment je pense, une américanisation très, très, très profonde de la classe dirigeante française. Ça c'est sûr. Merci. Alors, nous arrivons au terme de cette entrevue. On va essayer de penser des solutions et des lignes de réflexion de manière un peu plus succincte. En effet, on a présenté, je pense, les enjeux. Et certains, comme Jérôme Fourquet, parlent d'archipélisation. Vous évoquiez cette question démographique essentielle. Mais finalement, est-ce qu'il est encore possible de recréer du lien, de refaire nation? Et pensez-vous des solutions pour un éventuel sursaut français? Moi, je trouve que c'est très paradoxal le diagnostic qui est posé par Fourquet. J'ai lu son bouquin. Des choses sont très justes, très bien vues. Ça faisait penser d'ailleurs à une autre analyse qui était celle d'Emmanuel Todd, où il disait finalement qu'il y avait, disons, une sorte de classe comme ça mondialisée, très américanisée, très favorable à l'Europe, etc., qui représentait, disons, entre 20 et 30% de la population, et que contrairement aux élites du passé, qui étaient finalement très peu nombreuses à avoir fait des études supérieures, comme ils étaient peu nombreux, ils étaient obligés de prendre leur café avec les ouvriers et avec le reste de la population. Comme ils étaient trop peu nombreux, ils étaient obligés de partager, disons, une façon d'être et de penser. Voilà. Donc, il y a deux différences entre cette fausse élite de 25-30% et cette véritable élite dans le passé de 5%. D'abord, c'est le niveau intellectuel, éducatif, qui est culturel, qui n'est pas du tout le même. Il y avait une véritable élite et là, aujourd'hui, c'est une fausse élite. Mais surtout,
une élite massifiée d'une certaine façon. Hein, et Todd est assez cruel, il parle de l'élite Télérama ou de la gauche Télérama. Mais il y a l'autre chose, c'est qu'ils sont suffisamment nombreux pour vivre à part. Et donc, c'est le propos de Fourquet qui dit finalement, les gens, ils vivent complètement à part. Alors, ce n'est pas totalement faux, mais poussons le raisonnement. En fait, je pense qu'on a une espèce de tenaille identitaire qui n'est pas celle que décrit Mme Schiappa ou M. Macron. Elle est très différente, mais elle est néanmoins, à mon avis, très, très dangereuse. Cette tenaille identitaire, c'est que vous avez deux parties de la société française qui font un peu bande à part. Vous avez effectivement ces fameux quartiers, ghettos, avec du trafic de stupéfiants, qui sont réislamisés. L'idéologie décoloniale ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Et donc là, il y a quelque chose de très vindicatif. Alors, faut raison garder, hein, c'est pas Belfast, c'est pas la guerre civile non plus. C'est pas, on pourrait dire, il y a quand même une sorte de dérive territoriale, c'est sûr. Donc là, il y a une remise en cause. Mais ça correspond à quelle quantité, quelle portion du territoire? Si vous regardez certains endroits, prenez la ville de la Courneuve, effectivement, vous vous dites, bon, c'est fini, c'est foutu. Bon, mais il y a des taches de léopard comme ça où il y a effectivement des minorités qui font la loi et qui se détachent du territoire. Mais ce n'est pas l'ensemble du territoire national. Et si vous prenez un peu de champ et un peu de large, vous vous rendez compte que c'est peut-être, allez, 10%, 5%, c'est très difficile à estimer. Et les gens qui sont vraiment vindicatifs et agressifs là-dedans, ils sont encore moins nombreux. Et de l'autre côté de l'échelle sociale, à l'autre extrémité de l'échelle sociale, vous avez effectivement, on appelle un peu facilement les bobos qui votent, disons, pour la mondialisation, la globalisation, l'Europe, la République en marche, un petit coup de LR, un petit coup de PS, enfin c'est grosso modo ça, avec les écolos bien sûr. Et ces gens-là, ils sont combien? 25%, 20, 25, à tout casser 30%. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a 30% de la société d'un côté qui a envie de faire bande à part, qui ne croit plus à la France, alors de manière violente ou de manière très pacifique, avec disons, l'idée d'un village global. Mais contrairement à ce que pense M. Fourquet, il y a quand même 70, peut-être 80% des Français, toutes classes sociales confondues, probablement toute origine et toute religion confondues, qui sont encore très attachés à la France et qui partagent énormément de diagnostics en commun, d'idées en commun, etc. Je pense que le pays est quand même peut-être plus uni qu'il ne l'a jamais été en fait. Donc il y a beaucoup de raisons d'espérer. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'il n'y a pas de vectorisation politique de ça. Il n'y a pas... alors peut-être que ce n'est pas souhaitable qu'il y ait un parti de 70 ou de 80%, hein, ce n'est pas ce que je dis, ça tuerait la démocratie sans doute. Mais c'est vraiment frappant de voir que ce n'est pas porté politiquement ou ce n'est pas porté par un discours, disons, très enthousiasmant, si on peut considérer que le Rassemblement national serait le moins éloigné de ce que je vous raconte. Donc je pense qu'il y a quand même... il y a une archipélisation de la société, mais il y a aussi une sorte de... Alors, je vais tomber dans ce que je dénonce, je vais utiliser un terme anglo-saxon, mais il y a un mainstream français, d'une certaine façon, très, très, très important. J'ajoute que les classes dirigeantes suivent leur intérêt et qu'aujourd'hui, évidemment, leur intérêt, compte tenu des règles du jeu économique, c'est de favoriser la mondialisation. C'est normal. Quand vous êtes non seulement à la tête de LVMH, mais quand vous êtes un cadre qui travaille, disons, dans des entreprises dont l'essentiel de la richesse se fait à l'exportation, regardez la structuration du CAC 40 hein, et où ils font leurs profits, bah oui, vous avez intérêt à jouer contre votre pays. C'est normal, ce sont les règles du jeu imposées par le politique. Et à l'autre extrémité, et donc là ces gens-là, aujourd'hui, ils servent leur intérêt, mais si vous changez les règles du jeu, ils vont aussi changer, et ils pourraient eux aussi changer de perspective. Et à l'autre bout du spectre, c'est la même chose. Je suis prêt à parier que dans les banlieues, les fameuses banlieues, il y a énormément de gens qui subissent cette loi des racailles, bien sûr, mais il y a aussi des gens, ne soyons pas naïfs, qui en vivent parce qu'il y a une espèce d'effet de ruissellement finalement de ce trafic de stupéfiants. Et cette mentalité de l'islamisme, elle ne concerne pas que les voyous. Il y a aussi des gens très bien, malheureusement, qui sont convaincus par l'islamisme. Néanmoins, là aussi, je pense qu'il y a des raisons d'espérer. L'islam est une religion qui est très, très, très sensible au rapport de force, y compris au rapport de force militaire sur un plan théologique. C'est très pensé par l'islam et par les savants de l'islam. Même dans le Coran, il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc, si la France se montre, disons, ne donne pas le choix à ses immigrants et à ses immigrés,
que de s'assimiler ou de partir, et ne donne pas le choix non plus à l'islam qui est en France que de se sentir, disons, de pouvoir y vivre de manière paisible, mais pas avec un sentiment et un comportement de conquête, pas en territoire conquis, d'une certaine façon. Moi, je crois que les choses pourraient rentrer dans l'ordre assez rapidement, de manière finalement assez surprenante. Il y a quelque chose que je garde toujours à l'esprit, qui me donne beaucoup de courage, c'est de réfléchir à l'évolution d'un pays comme la Russie, qui est très, très différent de la France, un modèle très autoritaire. Je ne souhaite pas, bien sûr, à la France un Poutine du tout. Ça, c'est vraiment à la mode russe. Mais en tout cas, si on regarde l'état de la Russie en 1991 et l'état de la Russie en 2021, même si la Russie dépend encore beaucoup de ses matières premières, même si la Russie a encore des tas de problèmes, et surtout la Russie reste un pays très autocratique et très autoritaire, si on met ça de côté, je peux vous assurer que la transformation, on peut parler de renaissance en fait. La Russie en 1991, c'était un pays exsangue, qui n'avait plus aucune confiance en lui, qui était trahi littéralement par ses élites, où la sécurité n'était plus assurée et le pays était en plein effondrement, auto-effondrement. Or, le pays s'est complètement repris. Merci beaucoup, Monsieur Bigot, pour cette entrevue éclairante sur le thème général de l'assimilation culturelle, pour toutes vos réponses claires et pertinentes. Nous avons pu évoquer beaucoup de thématiques lors de cette heure d'échange qui vont de l'immigration aux influences étrangères, à l'identité, l'histoire de France, en passant par la démographie. Donc, je laisse le mot de la fin à Pierre et je vous remercie à nouveau, Monsieur Bigot, au nom de toute l'équipe de Scopéo, l'Observatoire politique. Merci à vous, Lucas. Merci en effet pour ces échanges et réflexions passionnantes sur un sujet clé qui sera sans doute au cœur de la présidentielle de 2022. En effet, réfléchir, anticiper et penser de manière globale ces enjeux politiques, c'est le sens de notre think tank Scopéo, l'Observatoire politique. Et nous vous invitons à retrouver tout notre travail sur notre site scopéo.org. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous et bravo pour ce que vous faites. Merci.